Midi 13h, débat première. Place maintenant à l'opinion du jour, votre rendez-vous avec les idées et les opinions. Aujourd'hui, rendez-vous avec les idées de Mireille Tchessi-Robert. Bonjour Mireille Tchessi-Robert. Bonjour. C'est votre première participation dans cet espace d'opinion libre. Alors d'abord un petit mot pour vous présenter. Vous êtes présidente de BAMCO ASBL, Comité féminin de veille antiraciste. C'est ça. C'est exact. Et chercheuse associative et formatrice sur les questions de diversité et de genre. J'ai été plus ou moins complet ? Parfait. Parfait. Et vous vouliez nous parler du racisme envers les Noirs, un racisme oublié, dites-vous. Expliquez-vous. Exactement. On ne parle pas souvent du racisme envers les Noirs. Ça arrive de plus en plus qu'on parle de la question coloniale. Mais il faut savoir que la conséquence de la colonisation aujourd'hui, c'est notamment le racisme envers les Noirs. Et effectivement, lorsqu'on parle de racisme, généralement, on a 3 réactions. La peur, la colère, la fuite. Et dans la fuite, il y a aussi la question de la culpabilité. On se sent tellement coupable qu'on ne veut pas en parler, qu'on fuit la conversation. Mais ces 3 types de réactions ne nous permettent pas d'approfondir en réalité les questions de racisme, de comprendre vraiment de quoi il s'agit et d'avoir un débat ouvert sur cette question et son impact sur la société aujourd'hui. Je rends hommage aujourd'hui, je profite de cette tribune pour rendre hommage à Philippe Moureau. Oui, qui est décédé, donc ministre d'État, qui est décédé ce week-end, ministre socialiste et ancien bourgmestre de Molenbeek notamment. Et sur un point précis, donc je ne vais pas parler ici de toute sa carrière que je ne maîtrise pas totalement, mais c'est lui qui a porté la loi belge contre le racisme. La fameuse loi Moureau qui a gardé son nom. Voilà, et voilà, donc on garde ce souvenir et on garde aussi cet homme d'État, la personnalité de cet homme d'État qui a été suffisamment solide pour porter donc cette loi contre le racisme. Et c'est certainement pas un sentiment de culpabilité qui l'a animé, mais plutôt un devoir et un sentiment de responsabilité face à la violence raciste. Alors voilà, j'aimerais dire aujourd'hui à vos auditeurs que il faut se figurer un iceberg et que le racisme qui consiste à une insulte dans la rue comme sale nègre, par exemple, eh bien ce n'est que le sommet de l'iceberg. Le racisme évident, celui qu'on voit, voilà. Et puis il y a autre chose qu'on ne voit pas. Il y a autre chose qu'on ne voit pas qui est en dessous et qui est beaucoup plus grand et massif. C'est un racisme qu'on peut dire institutionnel, qu'on peut dire systémique, mais qui est beaucoup plus large et qui en fait concerne l'accès inégal aux droits fondamentaux et aux ressources. Alors, je pointe ici particulièrement les questions d'emploi, de logement, de scolarité, de santé, mais aussi, et là je dois vous pointer du doigt, des médias, de la politique et de la subsidiation des associations portées par des personnes d'origine différente, dont d'origine africaine. Sur la question de l'emploi et sur plein d'autres questions, il faut savoir que des études sont menées. Oui. Elles sont récentes, ça fait longtemps qu'on cherchait à avoir des études là-dessus. Pour objectiver évidemment tout ça, parce que c'est ça le défi. C'est de montrer quelque chose qui n'est pas tellement visible, comme vous le dites avec la métaphore de l'iceberg. Il faut donc faire des recherches pour mieux comprendre le phénomène. Et que disent ces recherches ? Pendant des années, on ne pouvait pas faire ces recherches. C'était très difficile de trouver des subsides pour... bon, ça reste très difficile, mais bon, là, quand même, on a des pistes. On a, par exemple, la FRA, c'est une organisation européenne sur les droits fondamentaux qui étudie cela. Nous avons une étude commanditée par Actiris au Centre for International Justice, Emilia Rouag. Et enfin, nous avons une étude commanditée par la Fondation Roi-Baudouin et qui a été menée par la sociologue Sarah Demar. Donc il y a des études européennes et il y a des études belges. Ces études confirment que la population la plus éduquée en Belgique, c'est la femme noire, et en particulier la femme congolaise. Plus éduquée que tous les autres groupes. Les Européens venus ou les non-Européens, les Belges d'ici, etc. Parlez donc bien de niveau de diplôme. Niveau de diplôme. Et donc, mais pourtant, comme tous les autres noirs ou afrodescendants, cette même femme met 4 fois plus de temps à trouver un emploi sur le marché de l'emploi. D'accord, qu'une femme blanche. Avec une femme blanche, qu'un homme noir. Un diplôme similaire, d'accord, ou même qu'un homme noir, d'accord. Voilà, donc elle met 4 fois plus de temps. En réalité, non, un homme noir met aussi 4 fois plus de temps. C'est un chiffre global. Alors, je pense que ce genre de chiffre doit nous interpeller et donner lieu à des réflexions plus profondes qu'une simple indignation. C'est une question de responsabilité, je disais tout à l'heure, de responsabilité politique, et je vais donner ici un exemple précis. La dégressivité des allocations de chômage. Elle est la même pour toutes et pour tous. Pourtant, si cette femme noire met 4 fois plus de temps à trouver un emploi et que c'est prouvé,
pourquoi devrait-elle avoir une dégressivité égale que les autres? D'accord. C'est une question que je pose. Ouais. Hein. Je ne parce que si on imagine des mesures pour y répondre, ça veut dire qu'il faudrait des allocations de chômage discriminées en fonction de la couleur de la peau, on imagine ethnique. C'est quand même compliqué. Hein. On fait quand même on prend des mesures pour les personnes âgées, on prend les mesures pour les personnes handicapées, on prend des mesures pour plusieurs catégories de la population déjà, pour les femmes aussi, sur la question de genre. Et donc, mais la question de l'ethnicité ou de l'origine ou de la couleur de peau est tellement sensible qu'on a une réaction de fuite, de peur ou de colère. On veut même pas y réfléchir. Ce que je demande aujourd'hui, c'est pas d'instaurer des quotas. Pas encore, en tout cas, je ne sais pas. Ce que je demande, c'est qu'on puisse avoir des commissions qui réfléchissent concrètement à apporter des solutions pour résoudre cela. Des commissions d'experts. Je ne m'érige pas aujourd'hui en expert de la question de l'emploi. Voyez-vous ? Alors, mais bon, on peut sortir de l'emploi. Il y a aussi la question de la santé. C'est une étude européenne, ici, que je cite, qui dit qu'en France, une femme noire a 5 fois plus de chances de mourir en couche, donc lors de son accouchement, que les autres personnes de la population. Alors ça, c'est un chiffre étonnant. C'est vrai que j'avais déjà entendu les médias français. Donc, être enceinte en étant noire en France, et on suppose, vous le supposez aussi, que c'est peut-être la même chose en Belgique, on vit le même genre de situation, on a plus de chances de mourir en couche qu'une femme blanche en particulier. Alors pourquoi ? Comment est-ce qu'on l'explique ? 5 fois plus de chance, excusez-moi. C'est terrible. Ah oui, c'est terrible. Déjà, avant de parler de comment est-ce qu'on l'explique, moi j'aurais aimé vous citer un chiffre belge. Allez-y. Ah ben si vous en avez, allez-y. Justement, je n'en ai pas. Et c'est tout mon désarroi, parce que c'est un tabou. C'est tellement un tabou qu'il y a cette fuite, on ne finance pas une étude là-dessus. Moi, j'aimerais pouvoir citer des chiffres belges et pas des chiffres français. En Belgique, il y a un tabou autour de ça, parce qu'on a peur des résultats. On a peur de ce que ça va nous révéler. Peut-être que ça sera pire qu'ailleurs, ou peut-être que nous ne pourrons pas ou nous ne voudrons pas y faire face. Donc c'est un petit peu ça. Alors, cette étude pointe sur l'hospitalisation, par exemple. Il pointe le biais racial, le biais raciste, qui explique en fait ce taux de mortalité plus grand, parce que ce n'est en rien une question biologique. D'accord. Donc c'est parce qu'en réalité, elles sont moins bien prises en charge par le système de santé, par les médecins, par les gynécologues, etc. Exactement. Je vais vous citer 2 exemples très précis. Le médecin va être moins attentif à ce que va lui raconter le malade lorsqu'il l'aura en face de lui. Il va prendre moins en considération ce qui lui sera dit. Et donc, si malheureusement il ne prend pas en considération ce qui est dit, eh bien, il ne pourra pas avoir le réflexe de détecter des comportements à risque ou des choses pareilles. Autre exemple, c'est ce qu'on appelle le syndrome méditerranéen, mais il est aussi valable pour les Noirs, c'est qu'on part du principe que ces personnes sont plus expressives. Alors, on ne va pas bien mesurer leur douleur. On va dire qu'ils exagèrent toujours. Voyez. Donc il y a plusieurs raisons qui vont expliquer qu'au final, la prise en charge en termes de santé n'est pas bonne. Il y avait eu ce cas très médiatisé en France de cette femme noire qui avait téléphoné à un centre d'appel, enfin c'était le 112 je crois en France, et elle avait été objectivement extrêmement mal reçue, peu importe sa couleur de peau, mais on avait expliqué ça par le fait qu'avec le nom, son patronyme d'origine africaine, elle avait peut-être encore été plus mal reçue que d'autres catégories de population, quoi. C'est le fameux syndrome méditerranéen. J'aimerais revenir sur l'appellation racisme oublié pour le racisme envers les Noirs. Ce mot oublié, c'est donc plutôt le sens invisible ou qu'on ne veut pas voir, et donc qu'on laisse un petit peu dans une armoire, avec la peur de voir qu'il y a sans doute là un énorme iceberg au cœur même de la société belge, quoi. Oui, c'est un racisme oublié parce que d'un côté, on a peur évidemment de révéler de grandes choses, j'ai envie de dire, mais il y a aussi, c'est un racisme qui n'est pas tellement l'afrophobie comme on dit, juste une phobie. Voilà, on a juste peur. Non, c'est plus vraiment ça aujourd'hui. Le racisme envers les Noirs se caractérise plus par le mépris que la phobie. D'accord. Donc on les méprise, on estime qu'ils ne sont pas dignes d'intérêt. Dignes qu'on s'intéresse à eux, suffisamment dignes. Et donc, du coup, c'est aussi un impensé, si vous voulez. On n'y pense même pas. Et même, j'ai constaté, dans une recherche que j'avais menée pour une association qui s'appelle BIPAX, j'ai constaté que même dans les organisations antiracistes, c'est en dernier recours, en bout de course, qu'on va penser, si on y pense, au racisme anti-noir. D'accord. Et c'est intéressant, Mireille Chaussy-Robert, que vous disiez ça, que vous veniez avec une série de chiffres, etc., de réalité.
Et en même temps, on a une impression aussi qu'il y a aujourd'hui, plus qu'il y a 15 ou 20 ans, des personnes d'origine africaine qui ont des positions importantes, je veux dire même symboliquement, culturellement dans la société belge. Je prends par exemple Adam Soul, rappeur, qui est aujourd'hui peut-être l'idole numéro 1 de la jeunesse. Il y a des footballeurs, Vincent Kompany, etc., qui sont très présents. Mais ça n'empêche pas que, malgré ça, il y a un racisme oublié. Exactement. Vous savez, je mettais au défi les répondants d'une recherche que je portais, et je leur demandais, est-ce que vous pouvez me citer 4 Noirs connus en Belgique, donc qui passent à la télé, etc., en dehors du sport et de la musique, de l'art. Ah, les gens étaient bien embêtés, hein. Oui. Ils étaient bien embêtés parce qu'effectivement, la seule manière pour un Noir de réussir aujourd'hui, c'est d'être dans le domaine de l'amusement et du divertissement. Mais ni dans la politique, ni dans les médias, par exemple. Voilà. Donc le rôle du Noir dans la société, c'est d'amuser le Blanc. Et c'est ça qui est triste aujourd'hui. C'est-à-dire que, par exemple, je vous parlais des médias tout à l'heure, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, par exemple, révélé qu'il y a plus d'hommes blancs hétéros de moins de 50 ans sur les chaînes, dans la presse, etc., que de femmes noires de 30 ans. Et de femmes tout court, et de femmes noires en particulier. Exactement. Et des personnes à mobilité réduite aussi. Et donc, il y a beaucoup de catégories qui sont peu visibles, et les Noirs en font partie. Et donc, ça pose cette question de la représentativité en termes de carence, mais aussi en termes de rôle. Subalterne, amuseur public, voleur, dealer dans les films, etc., témoin plutôt qu'expert. La situation que nous vivons aujourd'hui, où vous m'invitez en tant qu'experte, est une situation en fait assez rare. Assez rare. Et donc, s'il y a quelques leaders, si on peut les appeler des leaders, je ne me considère pas comme tels, mais c'est le terme consacré, qui pointent le bout de leur nez, c'est par la force de leurs revendications et de leur combat. Alors, j'aimerais donc du coup souligner certains efforts qui sont faits. Par exemple, par la RTBF via Safia Kessas, je pense qu'elle est votre responsable. Notamment qui s'occupe de la diversité, d'essayer de faire qu'il y ait justement plus de diversité à l'antenne. Et bon, c'est vrai que c'est des efforts, et ça fonctionne. D'ailleurs, vous êtes indirectement là à cause de ça, on peut le dire, parce que je vous ai rencontré grâce à elle. Voilà, ça fonctionne. Donc il n'y a pas fallu beaucoup d'efforts. Mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Ça, voilà, exactement. Ouais. Si vous me permettez, j'aimerais finir par une formation que nous lançons. En fait, aujourd'hui, ça sera publié sur le site bamco.org. C'est à cette fin d'après-midi. Donc nous lançons une formation décoloniale qui va axer sur le racisme envers les Noirs. Et elle s'adresse autant à des journalistes qu'à des individus lambda. Tout le monde est le bienvenu. Bamco.be, Org.org, pardon, exactement. Votre site internet de l'Esbel, dont vous êtes présidente, Mireille Tchossi-Robert. Merci pour cette première opinion du jour, et j'espère évidemment qu'il y en aura d'autres. Merci à vous de m'avoir invité. Je vous en prie, avec plaisir. Mireille Tchossi-Robert, donc, qui était notre invitée dans l'opinion du jour à suivre.